Nous allons voir les diagrammes de composants. Un diagramme de composants, ça va représenter les relations entre les différents composants d'un système. C'est-à-dire, sa représentation est faite dans une vue que l'on va appeler statique. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les composants sont décrits à un instant T et ne peuvent pas évoluer dans le diagramme, peu importe ce qui se passe avant ou après le déroulement des interactions, notre diagramme va rester fixe. Si nous voulons montrer un changement majeur, quel qu'il soit, il faudra refaire un diagramme de composants. Les composants, dans le contexte UML, sont des éléments que l'on dit modulaires d'un système. En clair, tous les composants vont être indépendants, autonomes et encapsulent des structures complexes. En d'autres termes, les composants ne dépendent d'aucun autre et présentent chacun leur propre structure. Les éléments qui sont encapsulés vont entrer en contact avec d'autres composants uniquement par le biais des interfaces. Ils peuvent alors mettre à disposition leur interface ou d'autres interfaces de d'autres composants dans le but d'accéder à leurs fonctions ou leurs services. Sachez qu'il existe deux types d'interfaces. Pour finir, le diagramme de composants permet de modéliser l'architecture de notre système. L'architecture d'un système. Une architecture système, dite AS, c'est un modèle conceptuel qui définit la structure, le comportement et les différents points de vue d'un système. On essaie, le plus souvent possible, de chercher quelque chose de modulaire et flexible, afin que l'évolution de notre système ne soit pas bloquée par un système qui soit trop rigide. La description de cette architecture est organisée de telle sorte à comprendre le système au travers de ses structures et de ses comportements, c'est-à-dire de savoir quels sont les éléments qui le composent et comment ces éléments vont communiquer entre eux. Ça permet de comprendre un système complexe et de le rendre plus flexible aux évolutions. En termes de programmation, il faut savoir que rien n'est jamais figé. En effet, on a tous les jours de plus en plus de données, de fonctionnalités. Les langages se mettent à jour constamment et cela nécessite de développer un système qui peut évoluer avec le temps sans se retrouver bloqué dans une architecture rigide. Qu'est-ce qu'un composant logiciel? Un composant logiciel, c'est ce qu'on pourrait appeler une boîte noire qui offre des services. Qu'est-ce qu'une boîte noire? Une boîte noire va contenir toutes les informations du logiciel, mais elle n'est pas à la portée de tous. On va prendre un exemple facile. Une boîte noire dans les avions. Après le crash d'un avion, les personnes chargées d'analyser le site du crash recherchent au plus vite la boîte noire afin de la décrypter et d'observer à l'intérieur ce qui s'est passé. Ces services sont accessibles au travers d'interfaces. On peut considérer cette notion d'interface comme l'ensemble des signatures des méthodes accessibles pour le composant. Un composant, ça peut être quoi? Un objet, une fonction, une librairie ou bien totalement autre chose. On connaît les fonctions qui sont contenues dans un composant. On sait aussi quels sont les paramètres qui sont attendus et quels résultats devraient sortir en fin de processus. Mais on ne sait pas forcément comment tout cela fonctionne. Il y a un exemple assez simple qui renvoie au fait que la plupart des personnes ne savent pas comment fonctionne une fonction print en Python ou comment on tourne la fonction console.log en JavaScript. Pourtant, c'est des fonctions que l'on utilise très souvent, voire tout le temps en programmation. Mais on sait comment les appeler. La fonction, on l'appelle console.log et on met ce qu'on veut dedans. Mais on sait notamment que la fonction attend par exemple un paramètre, etc. Mais ce qui en sort de la fonction, il faut exécuter. Si un composant dépend lui-même d'un résultat d'un autre composant, il y aura une interface décrivant les services attendus.
Les formes et symboles utilisés dans les diagrammes de composants UML. Les diagrammes de composants UML vont s'étendre de la vue sommaire, autrement dit d'une vue d'ensemble, à des modèles qui seront plus détaillés et complexes. Il faut se familiariser avec ces différents symboles UML afin de pouvoir rapidement les identifier et identifier les éléments dont il est question. On va commencer par des symboles de base. Donc, on a par exemple le symbole de composant qu'on va retrouver ici. Le composant va fournir et consommer un comportement via les interfaces, mais également via d'autres composants. Il existe deux façons de modéliser un composant en UML. Avec UML 1.0, qu'on a ici, ce composant va être modélisé sous les traits d'un bloc de forme rectangulaire avec deux plus petits rectangles qui vont dépasser sur le côté. Ce sont deux rectangles sur le côté qui permettent de démarquer notre composant de l'ensemble d'un diagramme. Donc ici, on a le symbole d'un composant UML 1.0. En UML 2.0, le composant est modélisé d'un bloc rectangulaire avec une petite image en forme de composant que l'on fait en UML 1.0. Cette modélisation est plus subtile, mais peut se présenter peu esthétique ici, comme on peut le voir. Ce n'est pas très joli. Maintenant, on a le symbole de nœud, ici. Ce symbole représente des objets matériels ou logiciels, étant situés à un niveau au-dessus des composants. Il possède une taille similaire à notre composant. Cependant, faites très attention à ne pas le confondre avec le symbole de port qu'on va voir plus tard. Un symbole de port, c'est plus petit et ce sera relié par un lien. Le symbole d'interface, maintenant. Le symbole d'interface, c'est un symbole qui indique les entrées ou les données qu'un composant va recevoir ou fournir. On peut représenter ces interfaces par des notes, textes ou des symboles, comme ici. Maintenant, le symbole de port dont j'ai parlé précédemment. C'est un symbole qui sert à spécifier un point d'interaction entre un composant et son environnement. On symbolise les ports par un carré. Le port est utilisé lorsque le composant sur lequel il est inséré délègue les interfaces à une classe interne. Le symbole de package. Ce symbole va permettre de regrouper plusieurs éléments d'un système, tout simplement. Les packages peuvent englober plusieurs éléments. Le symbole de dépendance. Ce symbole montre les relations entre différentes parties de notre système. Comme son nom va l'indiquer, cela va permettre des relations de dépendance. Bien que l'on puisse afficher plus de détails dans la relation entre deux composants grâce à la notation d'une interface qui est fournie ou d'une interface requise. Ici, on a les différentes interfaces d'un diagramme, donc l'interface fournie. Une interface fournie, ça permet de fournir un service aux autres composants logiciels. Donc là, voilà un exemple en soi. Le module de gestion des utilisateurs ici va fournir des droits d'un utilisateur qui pourra être utilisé pour donner ou non un accès à certaines fonctionnalités. Le composant lui-même peut être traité comme une boîte noire, car nous ne savons pas forcément comment les données seront traitées, par exemple. Une interface fournie, comme on peut l'observer, est représentée par une ligne droite qui part du composant et qui contient un cercle à l'extrémité. Pour résumer, ce composant produit des informations qui seront alors utilisées par l'interface requise d'un autre composant. Donc ici, on a l'interface requise. Toujours, c'est une interface requise qui permet à un composant de procéder à une demande d'interface d'information de la part d'un autre composant. Donc là, on a un exemple ici. Le module de gestion des utilisateurs va avoir besoin
d'informations qui proviennent d'une base de données pour prendre les connaissances des informations sur un ou plusieurs utilisateurs. Une interface requise va se caractériser par une ligne droite partant du composant et qui contient un demi-cercle à son extrémité. En bref, ce symbole va servir aux interfaces ou aux composants et va avoir besoin de recueillir des informations dans le but d'accomplir correctement la fonction auquel il est destiné. À première vue, les diagrammes de composants peuvent paraître complexes, mais ils sont d'une valeur inestimable pour la conception de votre système. Ces diagrammes vont aider les équipes à imaginer la structure physique du système, faire ressortir les composants du système et leurs relations, mettre en évidence le comportement que chaque service vis-à-vis de l'interface doit avoir. Dans cette partie, on va voir ensemble comment constituer donc le diagramme de composants. Donc d'abord, il faut déterminer quel est l'objectif du diagramme de composants. Il faut identifier quels sont les items, documents, fichiers, etc. qu'il va falloir représenter dans le diagramme. Ensuite, au fur et à mesure des relations qu'on va établir dans les éléments et entre les éléments, on va identifier les étapes précédentes ou suivantes. Il faut ajouter les composants dans le diagramme, les positionner, puis les regrouper entre eux, selon les relations que l'on souhaite mettre en place. D'autres éléments, comme des interfaces, objets, classes, dépendances, etc., il peut y en avoir bien d'autres, peuvent venir s'ajouter au diagramme. Pour finir, si on souhaite ajouter des notes à notre diagramme afin de mettre en lumière certains détails, on peut le faire pour qu'il soit facilement compris par quelqu'un qui consulte notre diagramme. Donc voici un exemple. Pour respecter nos étapes, on va dans un premier temps définir quels sont les éléments qu'on aurait besoin. Dans un processus, par exemple, d'achat en ligne ici, les éléments entrent en compte sont notamment la commande, le produit en lui-même et le client qui doit procéder à la commande et qui forcément doit régler son achat grâce à son compte client dans lequel il retrouve ses informations bancaires. Produit client, compte bancaire de client, bien que ce soit des éléments, on va passer à la prochaine étape pour créer une disposition de notre diagramme et relier chaque composant entre eux. Maintenant, on va mettre en place des composants dans un diagramme de composants. Ici, on a placé chaque composant comme on le souhaite. On va utiliser une disposition différente, mais faites attention à s'y retrouver. Lors de l'ajout d'informations, il faut faire des liens entre chaque partie. Le composant commande est associé au composant produit, au composant client, ainsi qu'au composant du compte de notre client. Le composant client et le composant compte sont également associés l'un à l'autre. Une fois les différentes associations faites entre les différents composants, on peut désormais apporter quelques précisions sur la nature de chacune et comment elles interagissent. Pour ce qui est du composant commande, donc il a besoin du code provenant du produit afin de savoir précisément à quel produit le client a commandé. Il a besoin des détails du composant client, nom, prénom, adresse, téléphone, etc. afin de pouvoir expédier la commande à la bonne destination. Il a besoin des coordonnées bancaires du composant client afin de procéder au paiement. Le composant produit va fournir le code de chaque produit. Le composant client va fournir ses informations personnelles. Le composant compte va fournir les informations du compte pour procéder au paiement. Jusque-là, c'est logique. En mettant bout à bout ces informations, on a ceci. Ici, on a procédé à l'ensemble de la création d'un diagramme de composants qui est relativement simple et sans trop mettre d'informations. Mais il existe des diagrammes qui nécessitent bien plus de réflexion et de temps pour être créés. On va faire un diagramme de composants pour un système d'achat en ligne au moment d'une commande. Pour garder le même type de système, il est possible de ne prendre en compte
que le moment où une nouvelle commande arrive dans la boutique, en considérant le composant commande, le composant client et le composant produit. Le tout ferait partie d'un seul et même grand composant, par exemple boutique, qui lui-même ferait partie d'un diagramme de composants plus complexe. Autrement dit, on a un composant boutique et en son sein, on va retrouver le composant client, le composant produit ainsi que le composant commande. Ce ne sont que des exemples. Alors, pour bonne pratique, j'ai mis en anglais. En résumé, pour comprendre notre diagramme de composants, on a le composant client qui requiert le compte, avec ses informations qui sont fournies par une classe externe. On a fourni les coordonnées du client, composant commande. On a le composant commande qui requiert les coordonnées du client lui aussi. On doit connaître les produits commandés. On doit fournir les commandes à une classe externe. Le composant produit, quant à lui, fournit des produits commandés par le client via le composant commande. Alors pour commencer, nous avons un seul et grand composant que l'on appelle boutique. Dans ce composant, on a plusieurs composants. Le composant commande et client et produit. On va prendre ces informations et mettre sur papier une esquisse du diagramme. Donc comme on l'a fait là. Donc je ne l'ai pas fait sur papier, moi je l'ai fait sur PC, mais vous pouvez le faire sur papier bien sûr. Maintenant, on va instaurer dans un premier temps notre composant boutique, puis positionner nos différents composants à l'intérieur. Il ne faut pas oublier que les symboles de port, afin d'indiquer qui délègue les interfaces à une classe interne. Le symbole qui représente un port, les ports vont être placés quelque part sur la limite de notre composant boutique. Il faut faire attention à correctement relier les composants qui vont interagir avec l'extérieur de notre composant boutique. Comme dans l'exemple qu'on a vu précédemment, on peut utiliser une disposition différente. Ce n'est pas gênant, mais attention, il faut y retrouver les informations nécessaires et surtout, il faut s'y retrouver lors de l'ajout de ces informations. Vient le moment de faire le lien entre les composants. On sait que les commandes vont interagir avec le composant produit et client. On va donc relier les composants produits et clients entre eux afin de marquer l'interaction. On sait également que notre composant client, commande vont tous les deux déléguer des informations aux classes externes. Dans ce cas où un composant délègue ses interfaces à une classe externe, on peut les relier à chacun à un port, comme on peut le voir ici. Comme le montre notre exemple ici, on a relié le composant commande à un port externe, puis on a procédé de la même manière pour le client. Une fois les liens entre composants faits, on porte alors plus de détails aux interfaces utilisées. Le composant commande va fournir une nouvelle commande que le client aura demandé. Jusque-là, c'est logique parce que s'il ne passe pas de commande, on ne fournit rien. Et la commande sera récupérée par un composant extérieur. Le composant produit fournit un composant commande, les produits qui a été commandé, et le composant client va fournir les coordonnées du client. Composant commande afin que celle-ci soit payée, expédiée, etc. Ici, ce deuxième diagramme de composants présente une vue plus détaillée du composant qui fait partie du diagramme de composants plus complexe. On sait désormais qu'il est possible de détailler plus en profondeur nos diagrammes de composants afin d'apporter plus de détails sur le fonctionnement attendu de notre future application site. Par exemple, il faut savoir qu'il est possible d'aller détailler, si on le souhaite, le composant commande afin de voir comment celui-ci fonctionne au sein de notre système. A l'inverse, on pourrait agrandir d'un niveau notre vue et voir le composant boutique autour de d'autres composants qui fonctionnent ensemble, comme dans notre exemple que l'on a vu. Pour conclure, la réalisation d'un diagramme de composants est constituée de différentes étapes. Cela a été vu. Et il faut déterminer l'objectif en premier
de ce diagramme et identifier les éléments tels que les fichiers, les documents que l'on souhaite représenter sur le diagramme. Au fur et à mesure qu'on ajoute les composants au diagramme, en les regroupant dans d'autres composants, comme on le souhaite, on a l'étape suivante qui consiste à ajouter d'autres éléments, tels que les interfaces, les classes, les objets, les dépendances, etc. Et il y en a beaucoup d'autres. Enfin, on peut joindre les commentaires à différentes parties du diagramme de composants pour clarifier certains détails aux autres. Si on fournit un diagramme déjà finalisé, il faut penser à prendre le temps de le décortiquer pour saisir en premier lieu l'idée globale, puis d'analyser petit à petit tous les éléments afin de saisir les subtilités que peut représenter un diagramme de composants.